Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. Le conflit entre Israël et l'Iran entre dans une phase critique. Frappes massives, discours belliqueux et appels internationaux à la désescalade rythment cette 5e nuit de tension. Le bilan humain s'alourdit, 224 morts en Iran, 24 en Israël et des milliers de blessés, des menaces nucléaires et des capitales sur le qui-vive. Le Moyen-Orient retient son souffle et le monde observe. 5e nuit d'affrontement direct entre Israël et l'Iran avec une intensité jamais atteinte. Dans un communiqué, l'armée israélienne revendique plusieurs frappes de grande envergure. Des dizaines de sites de lancement de missiles sol-sol, de stockage d'armements et de drones auraient été détruits. Les images publiées par l'armée israélienne montrent des frappes précises sur des infrastructures stratégiques. L'armée israélienne a aussi annoncé avoir tué un important commandant militaire iranien, Ali Shadmani, dans une frappe nocturne, le présentant comme la personnalité la plus proche du guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. L'Iran, de son côté, active ses défenses et affirme riposter par des missiles visant plusieurs régions israéliennes. Il affirme avoir détruit des cibles stratégiques en Israël à l'aide de drones. En Israël, l'armée appelle la population à se mettre à l'abri. Des systèmes antimissiles ont été déployés dans les grandes villes. Hier encore, le bâtiment de la télévision d'État iranienne a été touché, marquant un tournant symbolique dans cette guerre de haute intensité. La panique gagne les populations civiles. À Téhéran, les habitants fuient par milliers. Israël a appelé à l'évacuation de certains quartiers ciblés avant de frapper le siège de la télévision d'État IRIB. Benjamin Netanyahou assume « il veut changer la face du Moyen-Orient ». Il évoque même la possibilité de viser le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei. Téhéran riposte. Le chef de sa diplomatie promet de pilonner Israël jusqu'à la fin des frappes. Les missiles iraniens visent plusieurs villages du nord israélien. Le coût humain s'alourdit aussi hors du champ militaire. Des hôpitaux ont été touchés et l'Iran parle de crimes de guerre. Malgré les appels répétés à la désescalade, notamment de l'ONU, de l'Union européenne ou encore de la Russie, ni Téhéran ni Tel Aviv ne montrent de signes de recul. Dans ce contexte de guerre ouverte entre Israël et l'Iran, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'adresse directement au peuple iranien. Dans un entretien exclusif accordé à la chaîne Iran International, il appelle les Iraniens à se lever contre ce qu'il qualifie de tyrannie religieuse et leur promet une liberté prochaine. Un discours qui mêle stratégie politique, communication de guerre et message idéologique. Tandis que les bombes pleuvent sur l'Iran pour la 4e nuit consécutive, un autre front se joue sur les écrans. Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, s'adresse au peuple iranien à travers une interview diffusée par la chaîne Iran International basée à Londres. Dans un ton solennel, Netanyahou appelle les Iraniens à se libérer de ce qu'il nomme une voyoucratie technologique. Pour lui, le peuple iranien n'est pas un ennemi, mais une victime. L'interview, d'une durée de 13 minutes, est un mélange d'appels à l'unité, message d'espoir et justification morale de l'offensive militaire lancée par Israël depuis vendredi, censée empêcher Téhéran d'accéder à l'arme nucléaire. Au-delà du champ de bataille, c'est une guerre de récits qui se joue. En tenant la main au peuple iranien, Israël tente de retourner l'opinion publique contre le régime dans l'espoir d'un soulèvement intérieur. Le régime ne durera pas. Je sais que l'Iran peut retrouver sa grandeur, a dit Netanyahou. 21 pays arabes et musulmans appellent à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient, alors que la confrontation militaire entre Israël et l'Iran continue de faire des ravages. Face à l'escalade, cet appel collectif entend poser les bases d'une désescalade régionale durable. Face aux frappes israéliennes sur l'Iran, un front diplomatique tente d'ouvrir la voie à la désescalade. 20 pays arabes et musulmans se sont réunis pour réclamer dans un communiqué la création d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Qatar, Oman, Égypte, Arabie Saoudite, Algérie, Turquie, Pakistan, la liste des signataires est longue et couvre l'essentiel du monde arabe et musulman.
Leur message est clair. Il est temps d'en finir avec la logique de dissuasion nucléaire dans une région au feu. Ce nouvel appel intervient alors qu'Israël mène une campagne militaire sans précédent contre l'Iran, avec pour objectif affiché d'empêcher Téhéran d'obtenir la bombe atomique. Israël, de son côté, n'a jamais officiellement reconnu posséder l'arme nucléaire, mais les soupçons sont largement répandus. L'Iran, lui, nie toute visée militaire pour son programme, mais promet une riposte dévastatrice. Face au silence des puissances occidentales et à l'inaction du Conseil de sécurité, ce sont donc les pays de la région qui tentent de reprendre la main. Un message notamment adressé au Pakistan, seul pays musulman à détenir l'arme atomique et pourtant co-signataire de cet appel. En contrepartie, la Maison-Blanche affirme que les forces américaines restent en posture défensive au Moyen-Orient. Washington tente de rassurer tout en multipliant les mouvements militaires dans la région. Les États-Unis assurent pas de changement de stratégie militaire malgré l'escalade entre Israël et l'Iran. Depuis Washington, la Maison-Blanche affirme que les troupes américaines sont en posture défensive au Moyen-Orient. Nous défendrons les intérêts américains dans la région, écrit le porte-parole Alex Pfeiffer sur X, tandis que le ministre de la Défense, Pete Hegseth, parle sur Fox News d'une paix par la force. Mais sur le terrain, les signaux sont clairs. Le porte-avions USS Nimitz, initialement en mer de Chine, fait route vers le Moyen-Orient. Il traverse le détroit de Malacca en direction probable du golfe Persique. Dans le ciel, une trentaine d'avions ravitailleurs américains ont été repérés par des sites spécialisés. Ils se dirigent vers des bases en Europe, augmentant la capacité logistique de l'armée américaine. Sur Truth Social, Donald Trump met la pression. Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement. Il accuse l'Iran d'avoir manqué l'occasion de conclure un accord nucléaire. Officiellement, les États-Unis ne sont pas entrés dans la guerre. Mais outre soutien défensif à Israël et mouvement de troupes, Washington s'avance de plus en plus sur une ligne rouge. Mais alors que l'ampleur de la guerre entre l'Iran et Israël voile tout autre événement, Gaza continue de vivre un drame quotidien. Au moins 80 morts près d'un centre de distribution d'aide humanitaire. Des tirs israéliens ont visé des civils rassemblés pour recevoir de la farine à Khan Younes, selon les secouristes palestiniens. L'armée israélienne dit enquêter. Encore un carnage à Gaza. Des milliers de Palestiniens s'étaient rassemblés près d'un centre de distribution de farine à Khan Younes dans le sud du territoire. Mais l'attente a tourné au cauchemar. Selon la défense civile de Gaza, des drones israéliens ont ouvert le feu, suivis par des tirs de chars. Le bilan est lourd, au moins 55 morts et plus de 200 blessés, dont 20 en état critique d'après le ministère de la Santé de Gaza. Mahmoud Bassal, le porte-parole de la défense civile, a déclaré que les tirs ont visé directement les civils. Des familles entières attendaient leur tour pour un sac de farine. Les blessés affluent vers le complexe médical Nasser, déjà submergé. Les médecins à bout lancent un appel à l'aide. La bande de Gaza vit son 20e mois de guerre entre Israël et le Hamas. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 55 500 personnes ont été tuées selon les autorités locales. Et chaque jour, le bilan s'alourdit. Cette attaque survient alors que l'aide humanitaire reste extrêmement limitée à Gaza. Et les centres de distribution, dernier recours pour une population affamée, deviennent eux aussi des lieux de mort. En marge du sommet du G7 au Canada, les dirigeants des principales puissances démocratiques du monde ont tenté de freiner l'élan du protectionniste du président américain Donald Trump, engagé dans une guerre commerciale qui secoue les marchés internationaux. Malgré quelques échanges cordiaux, les tensions restent palpables. Kananaskis, dans les Rocheuses canadiennes, une station paisible devenue pour quelques jours le théâtre d'intenses discussions diplomatiques. Au centre de la tension, Donald Trump et sa politique commerciale musclée. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain impose des droits de douane de 10% minimum sur la majorité des produits importés aux États-Unis. Une politique qui inquiète, voire irrite ses partenaires du G7. Ce différend affaiblit nos économies et renforce la Chine, avertit un haut responsable allemand. Ursula von der Leyen, elle, le rappelle, ce sont les citoyens qui payent le prix des droits de douane.
Et même les moments de détente n'échappent pas à l'attention des caméras. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, les documents de Trump s'envolent. Oups, désolé pour ça, lance-t-il dans un rare moment d'autodérision. Le Canada, hôte du sommet, tente d'apaiser les tensions. Les deux voisins nord-américains annoncent une reprise des discussions avec l'espoir d'un accord d'ici 30 jours. Prochain sur la liste, le Mexique. Le pays très dépendant de son commerce avec les États-Unis est en première ligne des mesures protectionnistes. Face à l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran, le président américain a décidé de quitter prématurément le sommet du G7 au Canada. Une décision qui relance les spéculations sur une implication militaire des États-Unis dans le bras de fer qui embrase le Moyen-Orient. Sur sa plateforme Truth Social, le président américain s'est montré alarmiste. Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement, a-t-il écrit, sans donner davantage de précision. En attendant une possible désescalade, la guerre commerciale et militaire se poursuit. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.